Déjà, je pense que la RSE a déjà dans son application, dans sa raison d'être, quelque chose de philosophique, puisque sa volonté, c'est de prendre la hauteur sur des pratiques pour mieux envisager les différentes responsabilités, mesurer l'impact des décisions. Donc, en soi, elle porte déjà un regard. La philosophie veut aller un petit peu plus loin pour peut-être définir les différentes thématiques de la RSE et les problématiser par rapport à la culture de l'entreprise, puisque la RSE n'aborde pas forcément de manière spontanée la question de la culture d'entreprise, qui peut être très importante. On parle de contribution des entreprises au développement durable. C'est ça la RSE. Donc on est juste à un niveau plutôt macroéconomique pour la notion de développement durable et un niveau microéconomique pour la responsabilité sociétale. Ensuite, le dernier point très rapide, un peu technique, c'est la norme ISO 26000. C'est une norme qui est sortie en novembre 2010, qui est une norme un peu spéciale parce que c'est une norme de ligne directrice de bonnes pratiques qui permet aujourd'hui d'avoir un certain nombre d'orientations sur ces RSE dans les entreprises. Et pour moi, l'idée, c'est vraiment penser global, agir local. La RSE se développe, c'est le constat en tous les cas que nous faisons. Les PME pourront de moins en moins l'ignorer, elles sont moins concernées aujourd'hui, pas concernées par la législation, parce que ça concerne les entreprises plus importantes. Elles sont concernées surtout par les attentes de leurs clients sur ce sujet et d'une façon générale, les attentes de toutes les parties intéressées par l'entreprise. Une entreprise ne peut pas fonctionner en autarcie, en jouant uniquement sur son aspect interne, mais elle doit s'intéresser à ses parties prenantes. Et s'intéresser à ces parties prenantes, c'est en fait intégrer la RSE. Par la façon de faire de la RSE, le management est impacté. Et, par exemple, on va écouter les parties prenantes. Ça veut dire qu'il faut sortir d'un fonctionnement basé sur de l'argumentaire, voire un petit peu de la défensive parfois, qui est purement directif, purement pyramidal, purement descendant. Ça va diminuer un petit peu. Tout ça va changer pour plus de coopération. D'accord. De co-construction même. On va aussi se projeter un petit peu plus. Donc on faire fi de ce fameux management dans le rétroviseur. Comment fonctionne le projet de la mise en place de la RSE et est-ce qu'elle concerne plusieurs services de l'entreprise ? Ah oui, vu la transversalité du thème, en fait, il va concerner pratiquement tous les services de l'entreprise. On ne peut pas commencer d'emblée par intégrer ce sujet dans tous les services. Donc parfois, c'est une notion importante, il faut trouver une porte d'entrée. La responsabilité, pour réutiliser ce terme en fait, de ces services un peu pionniers dans l'entreprise, ça va être de polliniser, de contaminer positivement leurs collègues pour que ça prenne dans toute l'entreprise. Le label Lucie, Engagement Développement Durable, c'est son nom. C'est un outil de mesure de maturité des démarches RSE dans les entreprises, en particulier dans les PME. Donc ce label sert à identifier les entreprises qui ont mis en œuvre une démarche en général assez poussée en termes de développement durable ou responsabilité sociétale. Il y a 4 grandes phases. La première, c'est la phase d'appropriation et d'auto-évaluation. La deuxième, c'est la phase d'évaluation. La troisième, phase d'engagement. La quatrième, le comité de labellisation. Et ce comité de labellisation attribue le label ou pas à l'entreprise. Ce texte déjà définit ce que c'est que la qualité de vie au travail. Donc, je vais vous citer la définition. Ils disent que la qualité de vie au travail peut se concevoir comme un sentiment de bien-être perçu collectivement et individuellement. Et ça englobe à la fois l'ambiance, la culture d'entreprise, l'intérêt du travail, les conditions de travail, le sentiment d'implication, le degré d'autonomie et de responsabilisation, l'égalité, un droit à l'erreur à accorder à chacun et la reconnaissance et la valorisation du travail effectué. L'employeur a
un certain nombre de prérogatives, et notamment la prérogative d'organiser le travail. Donc, qui dit organiser le travail, c'est de fixer les règles, de veiller au respect de ces règles, de fixer les objectifs et effectivement de s'assurer que ces objectifs sont atteints. Ça, c'est ce qu'on va appeler le cadre de travail. Et ce qui est très important pour le bien-être des salariés, c'est que ce cadre soit suffisamment clair pour être sécurisant. Aujourd'hui, on parle plus de mieux vivre au travail, de qualité de vie au travail. Historiquement, oui, il y a des secteurs d'activité qui ont été plus touchés que d'autres. En tout cas, je pense au secteur hospitalier, qui a été les premiers points d'alerte par rapport aux risques psychosociaux. La grande distribution aussi, le secteur public aussi. La clé, elle est là. Elle est de remettre le capital humain, l'être humain en tant que tel, au centre de toute réflexion sur quel est le moyen de prévention. Les risques psychosociaux est vraiment sur cette logique-là. Comment je peux supprimer le risque, comment je peux limiter ce risque ou comment je peux protéger la personne du risque. Les risques psychosociaux sont un véritable casse-tête pour la plupart des chefs d'entreprise parce qu'ils ne savent pas très bien gérer comment gérer cette question. En fait, les risques psychosociaux touchent à l'humain. C'est l'ensemble des dysfonctionnements humains, mais qui sont dus généralement à des dysfonctionnements structurels dans l'entreprise, organisationnels, relationnels et managériaux. Donc pourquoi gérer la prévention des risques psychosociaux ? D'une part, pour développer une excellente atmosphère de travail. Qui dit atmosphère dit qualité, dit limite de l'absentéisme. Le stress, c'est l'ensemble des réactions de notre organisme pour faire face à une contrainte liée à notre environnement. Pour environ 70% des travailleurs européens interrogés, la cause de stress principale, c'est l'incertitude professionnelle, les restructurations. Ensuite, pour environ 66% des travailleurs, c'est la surcharge de travail, la pression qui est la cause du stress. Enfin, 59% vont évoquer les problèmes de pression et de harcèlement. Ensuite, c'est donc ces causes dans le milieu professionnel, elles peuvent être liées à l'environnement physique et matériel. Elles peuvent être liées aux relations, s'il y a des conflits entre les collègues. Elles peuvent être liées à la nature de la tâche. Quelqu'un qui a une tâche monotone, répétitive, avec une cadence, ça va être stresseur. Elles peuvent être liées à des problèmes d'organisation,